côté salle, le symbole du luxe à la française. Un palace art déco où tout n'est que raffinement. À cette heure-là, dans le restaurant gastronomique, le personnel passe un dernier coup d'aspirateur et dresse les tables avec le plus grand soin. Le Georges V côté coulisses, c'est d'abord un chef qui, lui non plus, ne laisse rien au hasard. Chaque matin, il inspecte en personne tous les produits qui rentrent dans les cuisines du Georges V. Tout va bien pour le curcuma. Idem pour ces citrons japonais. Ou encore ces mangues, sélectionnés par Alain Cohen le matin même. En revanche, ce qui pose problème, ce sont ces simples endives. Les endives, elles sont pas assez fermes. Ouais, pas assez charnues. Là, je peux rien faire du tout, moi. Ah non, mais ça va pas. Ça, faut le retourner. Tu marques. Retour. Et on retourne celle-là. Voilà. On fait des endives actuellement qu'on coupe simplement en deux, juste un peu de sel, sucre, qu'on fait caraméliser à la poêle. Donc on a vraiment des endives comme si on avait des grosses tranches de pommes confites. Effectivement, là, on a des endives une fois cuites qui sont comme ça dans l'assiette, on s'en va rien. Allez, faut que je... Tous les jours, c'est près de 300 kilos de fruits et légumes qui sont livrés au Georges V. Éric Briffard a été nommé il y a 2 ans à la tête de la plus grande cuisine de France. Bourguignon d'origine, petit-fils de paysan, jovial, cet homme de 48 ans a remis de la simplicité, de la légèreté et surtout des légumes dans sa cuisine. Voilà. Donc ici, on ne traite que les légumes. Donc là, effectivement, on retrouve les blettes. Donc vous voyez, ça parle, c'est vivant, c'est frais, c'est coloré. Bon, là, on est sur les navets. Là, on est sur du cerfeuil tubéreux, les carottes noires. Dans les fourneaux du Georges V, Éric Briffard cuisine jusqu'à 150 variétés de légumes. Ça, c'est la pomme de terre rate. Pour les saveurs qu'ils offrent, bien sûr, mais pas seulement. Il y a un retour sur le légume qui est évident, il y a une revanche du légume. Je pense que les gens veulent manger sainement de plus en plus. Et l'alimentation, c'est pas quelque chose d'innocent. Dans les légumes, il y a quand même vraiment une partie de vitamines, de fibres. Et je pense que les gens doivent prendre aussi plaisir à faire leur marché. Et je pense qu'il est grand temps aujourd'hui que les parents prennent conscience qu'il faut éduquer les enfants au bon goût. La passion des légumes, le goût de l'excellence, la recherche de l'inédit. Pour Éric Briffard, celui qui l'incarne le mieux est un Japonais. Il s'appelle Yamashita. Il s'est installé dans ce village de Chapé, dans les Yvelines. Son jardin semble laissé à l'abandon. Ses serres donnent l'impression d'avoir été malmenées par une tempête. Et pourtant, c'est ici que Yamashita laisse libre cours à sa passion des légumes. Donc je vais ramasser des épinards. C'est presque par hasard qu'il découvre la France il y a 30 ans. Quand une amie de Tokyo lui propose des billets d'avion en promotion pour Paris, il va y faire sa vie. D'abord en cultivant des bonsaïs, puis des légumes de son pays. En quelques années, Yamashita transforme ses serres en atelier d'artiste. Quand on taille les bonsaïs, on pense toujours la forme et la taille finie. Cette taille d'épinard qui est idéale. Je ne veux pas avoir un plus grand ou plus petit. Créateur de légumes haute couture, Asafumi Yamashita n'a pas usurpé son surnom de Kenzo des potagers. C'est un radis blanc, on l'appelle daikon. C'est ce modèle qui l'a rendu célèbre. Celui-là, il est plus doux, plus sucré, si vous voulez. Il n'y a pas de sucré, mais il faut beaucoup espérer. Et de l'amour? L'amour, oui. C'est comme un enfant, si vous voulez. Yamashita est fier de nous montrer la liste des restaurateurs qui s'arrachent ces légumes uniques en France. À Pierre Gagnère,
Tour d'argent, Kitchen Gallery. Guido Guido, c'est mon copain japonais. Et puis M. Brifa de l'hôtel Géo 5. Il vous laisse carte blanche. Quasiment, oui. C'est-à-dire que Quand je veux, n'importe quel légume que je veux, avec la quantité que je veux, avec le prix que je veux. c'est plutôt pas mal. C'est un système très simple. Un système très simple qui fait vivre Yamashita. 2 fois par semaine, il prépare les commandes des chefs avec lesquels il a accepté de travailler. Pas grand-chose. Quelques légumes dans une cagette, nettoyés, emmaillotés, mais à prix d'or. Vous le vendez combien, ce kilo d'épinards? 20 € le kilo. 20 € le kilo pour, pour un kilo d'épinards. Oui, ça coûte très très cher. Ce qu'on dit. Le kilo à 20 €, 5 fois plus cher que sur le marché. Ah, monsieur Yamashita, il est où? Qu'est-ce qui nous amène de bien? Bonjour monsieur Yamashita. Vous allez bien? Bah oui, ça va bien. Allez, on va vérifier tout ça. Ah oui, il nous amène ça en compte-gouttes. Hein. Il faut goûter quoi. Là, ça s'explique même plus après. Hein. Bon là, monsieur Yamashita, oui, c'est un joaillier des légumes, ça c'est clair. Là, c'est de la haute couture. Souvent, il m'amène des trucs, je sais même pas trop. Il me dit, tiens, j'ai ça en ce moment. Là, c'est pareil. Ça a des saveurs, ça a des goûts. Quand vous la respectez, la nature vous le rend. Et là c'est le cas. Des légumes de luxe dont Eric Briffard ne connaît même pas le prix. À vrai dire, il s'en fiche un peu. Je suis tellement subjugué par les légumes qui m'amènent que le prix me semble un peu plus dérisoire. C'est le seul, hein. Je croyais bien que c'est le seul. Hein. Juste un mot. Monsieur Yamashita Safumi, à droite. Monsieur Éric Briffard. Chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, je vous prie de mesurer mon désappointement. Au cours de ma longue carrière, c'est à n'en pas douter la première fois que l'on me demande de parler de légumes. Notez que si vous m'entendez dire navet par-ci ou cornichon par-là, je n'insulte personne. Je parle du sujet. Car ce soir, mesdames et messieurs, le sujet qui nous préoccupe est celui des légumes et plus globalement de la qualité des mets que l'on trouve dans nos assiettes. Pour cette soirée sympathiquement consacrée aux légumes étoilés, nous avons le plaisir d'accueillir 2 experts, l'un qui les produit, l'autre qui les cuisine. Le premier est un personnage peu commun, touche-à-tout de génie, M. Yamashita Asafumi. Merci d'être présent parmi nous ce soir. Votre parcours est pour le moins atypique. Danseur, boxeur, homme d'affaires, interprète, professeur de golf, artiste du bonsaï et enfin maraîcher. Vous possédez une petite exploitation à Chappey, dans les Yvelines, que vous dirigez avec votre épouse, qui est par là, et où vous recevez le week-end des hôtes désireux de goûter votre production.
nous sommes renseignés, il y a 8 places. Donc il faudra que vous inscrire rapidement. Parce qu'en vérité, vous n'êtes pas un maraîcher comme les autres. Vous êtes un orfèvre de légumes d'exception. Vous avez su sublimer votre potager, où poussent les espèces ramenées de votre Japon natal, pour devenir le fournisseur attitré d'une poignée de grands restaurants parisiens. Je crois avoir eu l'occasion de déguster vos légumes, puisqu'il m'arrive pour les grandes occasions de déjeuner au restaurant du Georges V, où la cuisine est véritablement parfaite. Éric Briffard, vous êtes le chef de ce grand restaurant, 2 étoiles seulement. Hein, je crois qu'il y a des complots, il y a des complots là. Et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage consacré à votre restaurant qui a remporté le prix littéraire de la gastronomie en novembre dernier. Unanimité. J'ai eu le privilège, en tant que membre du jury, d'assister à la remise de votre prix. Ici, les convives sont des spectateurs. Vos paroles seront leur ration. Je ne doute pas que vous saurez, vous aussi, nous livrer un peu des secrets des légumes de M. Yamashita, que vous décortiquez avec délicatesse. Vous êtes, vous aussi, un personnage atypique. Remarqué très tôt dans le milieu de la gastronomie, vous décidez à 28 ans de partir au Japon, où vous serez le cuisinier du Royal Park Hotel de Tokyo. C'est l'occasion pour vous d'y découvrir les saveurs des mets et des plats japonais. Vous revenez ensuite en France, où vous travaillez aux côtés de Joël Robuchon, avant de diriger les cuisines du Plaza Athénée, du Vernet, et enfin aujourd'hui du Georges V. Il y a sûrement quelque chose de divin dans les ingrédients ancestraux de la cuisine nippone, puisque le Japon est l'un des pays au monde où l'espérance de vie est la plus importante. Le savoir-faire quasi inné du maraîcher s'est combiné au talent du cuisinier. Au dire de tous, ceux qui ont dégusté ces légumes, le résultat est prodigieux. Messieurs, vous imaginez bien que toutes les personnes présentes ont l'eau à la bouche, que la curiosité qui les taraude, qu'est-ce qui rend ces légumes si exceptionnels et comment y parvenez-vous? Dans notre pays, nous nous sommes habitués à la conception ubuesque du légume, selon le technocrate pas très vert, un légume soumis à toutes sortes de normes afin de lui garantir une perfection qui n'est que théorique. Vous savez ainsi qu'une directive européenne réglemente depuis 1973 la courbure des concombres et des bananes. L'Europe s'assère. Surtout que personne ne s'est aperçu pendant plusieurs années que nous avions du cheval dans nos lasagnes. Alors c'est encore les producteurs locaux qui sont les plus aptes à nous fournir des aliments de qualité. Les légumes de votre potager, cher monsieur Yamashita, sont directement livrés frais au restaurant parisien. C'est en plus une production locale qui limite l'impact écologique du transport. Voilà donc comment ces légumes naissent, comment ils meurent, happés par nos fourchettes à vide. Mais je crois que le secret de leur perfection réside dans leur vie, dans la manière dont ils sont cultivés, choyés pendant plusieurs semaines avec une tendresse particulière. C'est ce dont nous allons parler ce soir, et je vais désormais laisser la parole à nos 2 prestigieux intervenants. Je sais que cette soirée ne va pas manquer d'être savoureuse et instructive. Je vous propose maintenant de vous mettre à table. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Merci au public lycéen pour sa fidélité. Bonne soirée à tous. Merci monsieur le député maire, merci monsieur Santini déjà de votre accueil. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez eu tellement d'illustres maîtres de conférences dans ce lieu que nous, on va essayer à notre modestie d'arriver quand même à vous passer au moins notre passion de nos métiers qui sont complémentaires et avec lequel au quotidien j'ai le plaisir de travailler avec monsieur Yamashita et qui m'apporte au sein de la préparation et la créativité que je peux essayer d'apporter sur les nouvelles recettes. Et vraiment, M. Yamashita est vraiment un des vecteurs très importants de cette créativité. Vous pouvez appuyer là. Bonsoir. De temps en temps, il y a des journalistes vulgaires qui me posent la question parce que mon potager est tout petit, c'est à peine 50 mètres sur 50 mètres. Des journalistes qui me demandent
avec toute petite production, vous gagnez combien à l'année? Je réponds toujours. Oui, oui, je réponds toujours. Mon revenu de l'année, c'est entre les SMIC et le salaire de président de Air France. Mais ma vie est beaucoup plus riche que le président. Et souvent, on me demande aussi si je parle aux légumes. Moi, je dis oui, parce que ça, c'est très important pour avoir des bons légumes. Mais pas le côté de occultisme, c'est plutôt biologie. Quand je suis à côté de légumes, quand j'aspire, non, je respire, je peux pomper de l'oxygène des légumes qui viennent de fabriquer. Et quand je respire, je deviens une machine distributeur de gaz carbonique, qui est un élément principal de photosynthèse. Avant d'être maraîcher, j'étais professionnel de bonsaï. J'ai continué à peu près 10 ans, à peine. J'étais obligé d'arrêter mon activité parce que grosse partie de mes bonsaïs étaient cambriolés. Je vendais les bonsaïs, également je louais les bonsaïs aux restaurants japonais ou des sociétés japonaises. Et un jour, le chef cuisinier de restaurant qui m'a demandé si j'ai un peu d'espace, est-ce que je peux cultiver des légumes japonais qu'on a besoin, qu'on ne trouve pas en France. J'ai dit, pourquoi pas. Mais je ne pouvais pas commencer tout de suite parce que je ne connais pas de métier. Il n'y a personne qui me conseille, il n'y a personne qui m'aide. Et puis, je n'ai pas de moyens parce que je ne pouvais même pas remplacer mes bonsaïs pour continuer de mon activité de bonsaï. Donc, j'avais un peu hésité pendant 4 ou 5 ans. Et puis, un jour, j'ai demandé à ma femme, à cette époque-là, c'était ma copine, si je cultive des légumes, qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit, pourquoi pas. J'aimerais bien aussi de manger des légumes japonais que je cultive. C'est comme ça, c'est un petit peu sur le dos, je pouvais commencer d'être maraîcher. Au début, tous mes clients étaient restaurants japonais. À cette époque-là, je vendais des légumes, mais en ajoutant des valeurs de nostalgie du pays. Et puis j'ai arrêté de travailler avec des restaurants japonais. Pendant quelques années, je travaillais avec des restaurants japonais, mais j'ai arrêté parce que je pensais que pour les restaurants japonais, si je continue de vendre mes légumes, ce ne sera pas très bien pour les restaurants. Parce que il peut y avoir le plat correct comme au Japon, mais c'est le but d'ouvrir un restaurant japonais dans un pays étranger. Il faut utiliser des légumes local, légumes ou de produits de local pour montrer de culture japonaise. Après, donc j'ai arrêté et puis je pensais qu'est-ce que je vais faire. Et puis pourquoi pas la cuisine française. C'est très bien aussi. Si vous voulez, c'est dans le monde entier. On peut diviser l'Est et l'Ouest.
la cuisine du champion de l'Ouest, c'est la cuisine française, n'est-ce pas? Et de l'Est, ça doit être la cuisine japonaise. La cuisine chinoise, il est très bien aussi, mais la cuisine chinoise, on n'utilise pas on n'ose pas de produits frais. Tout est cuit. Donc, à mon avis, c'est la moitié du produit on n'utilise pas. Bon. Donc, c'est deux cultures différentes, deux champions dans notre planète. Pour les restaurants japonais, c'est donc j'ai ajouté de valeur nostalgie, mais par exemple, M. Briffard, malgré que sa femme est japonaise, mais il n'a pas de civilisation japonaise. Donc, c'est essayer de, comment dire, d'échanger de culture, ce qui m'intéresse. On fait beaucoup d'échanges de culture en France, beaucoup au Japon. On essaie, on est mal à faire, mais on essaye. Mais toujours, jusqu'à maintenant, c'est juste montrer de différentes cultures, simplement. Moi, je pense, pour le bon échange de culture, j'imagine 3 étapes. Ce que j'ai fait, c'est au début, c'est chaque fois que j'amène des légumes, je parle au chef, je dis souvent le mot Japon. À la fin, peut-être, M. Brickford en avait marre d'écouter le mot Japon. Mais ça, c'est la première étape. Et actuellement, je pense, on est rentré dans la 2e étape. Je parle pratiquement plus le mot Japon, mais à la place, M. Brickford, quand il y a interview de journalistes, il parle souvent le mot Japon. Et puis j'attends le 3e étape, c'est personne qui me dit le mot Japon. Ça peut prouver que notre civilisation est bien hybridée. Voilà. Bon, Monsieur Yamashita, on va faire un débat qui bouge un petit peu. Oui, moi, j'ai rencontré Monsieur Yamashita maintenant il y a 5-6 ans. J'ai pour habitude, par des origines enfant élevé un peu chez mes grands-parents, qui étaient des agriculteurs en Bourgogne. Donc c'était vraiment une agriculture veau, vache, cochon. Ils vivaient presque en autarcie. Et j'ai été baigné très jeune vraiment sur des produits naturels, simplement, le lait, le veau, la Saint-Cochon, les solstices. On fêtait en famille les solstices d'été, on faisait des repas assez pantagruéliques, etc. Donc j'étais vraiment baigné sans s'en rendre compte, mais comme beaucoup parmi vous d'ailleurs, dans toutes nos régions, belles régions de France, à ce bon goût, à ces bons produits, etc. Et j'en parle des fois un peu avec nostalgie quand même, parce que je ne me rendais pas compte que en si peu de temps, malgré que les quelques dizaines d'années se sont passées malgré tout, qu'aujourd'hui j'aurais un état des lieux un peu difficile. Je me souviens enfant d'aller chercher des gros escargots de Bourgogne, des gros blonds de Bourgogne, sur Chitry, Saint-Brie, Chablis, dans tous ces coteaux de vignes, et d'amener des 300-400 escargots après 2-3 jours de pluie. Donc j'ai été vraiment baigné par ces beaux produits. Et j'ai toujours aujourd'hui, après un parcours professionnel où à 14 ans je fais un apprentissage, à 19 ans j'arrive à Paris, et j'ai toujours eu ce besoin, cette recherche permanente, un peu un retour à l'enfance, de retourner chercher toujours des vrais produits. Effectivement, on est gâté. À Paris, on a tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, avec la mondialisation, n'en parlons pas, depuis 20 ans, etc., on a goûté tout ce qu'il y avait à peu près sur la planète. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a été tellement loin, même moi en tant que cuisinier, à toujours vouloir, entre guillemets, épater les clients, épater la galerie, avec toujours des accords plus compliqués les uns que les autres. Je pense qu'il y a la sagesse qui vient de là aussi aujourd'hui, mais je suis de plus en plus sur aller chercher des accords simples, du dépouillement. Quand je fais un plat aujourd'hui, j'essaye de voir jusqu'à quel point je peux encore enlever des choses pour arriver à quelque chose de vraiment lisible.
Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que je pense qu'on a encore vraiment des beaux produits, malgré tout, en France, et puis un peu nos voisins aussi, hein. Mais on a vraiment des beaux produits, et je ressens la nécessité depuis une quinzaine d'années, où j'ai eu la chance d'avoir des postes qui me permettaient de faire rayonner un peu au centre de Paris nos terroirs, parce que vous savez, un chef, effectivement, bon, chacun son métier. Nous, on a ce côté où on essaye de jouer. Longtemps, j'ai été un peu un apprenti sorcier pour essayer de me trouver, de trouver mon style, de trouver ma signature en cuisine, parce que après avoir été un bon ouvrier, comme on m'a reconnu, après, il y a une autre étape qui compte dans la vie de quelqu'un qui veut s'exprimer, c'est d'arriver à pouvoir s'exprimer à travers ce qu'on peut faire, comme tout métier un peu d'art, c'est d'arriver à avoir son style, sa signature. Et en cela, je l'ai repuisé à un moment où j'étais un peu hésitant dans les styles de cuisine, dans les modes et tout. Je me suis dit, mais attends, pourquoi tu triches? Va à ce que tu sais faire, va à tes origines. Et les origines, c'était de retourner, ce que je fais depuis 15 ans, de retourner régulièrement, sillonner la France, d'aller au terroir, d'aller voir des producteurs, des productrices, quels qu'ils soient, de fruits et légumes, des pêcheurs, des marins pêcheurs, et de soutenir des filières. Et depuis une dizaine d'années, je m'en suis fait carrément une charge, une volonté réelle, c'est-à-dire de suivre des filières, de soutenir les AMAP, qui sont des développements qui profitent à tous aujourd'hui, puisque avec les AMAP aujourd'hui, on peut avoir des producteurs qui vont vous apporter leur production dans Paris, à Issy-les-Moulineaux, etc., et qui vont vous vendre vraiment, etc. Donc mon métier, je le sens dans cette globalité aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu dans mon parcours, c'est un peu par hasard d'ailleurs que je suis rentré dans la vie des palaces, parce que c'était pas spécialement sur quoi je voulais me diriger. Je voulais avoir un restaurant comme beaucoup de chefs, où je pouvais mettre le pot de fleurs là, mes couverts comme ça, d'avoir la couleur comme je voulais. La vie a fait autrement. Je me suis retrouvé dans un grand hôtel. Ça a fonctionné. J'ai trouvé une certaine adrénaline aussi à gérer des grandes équipes, à vivre en permanence sur le qui-vive, parce que c'est des maisons où aujourd'hui, au Four Seasons Georges V de Paris, je peux gérer entre 800, 1000 et 1200 couverts par jour, avec 110 cuisiniers, 115 cuisiniers en permanence. Donc c'est des gros bateaux. Bon, il y a beaucoup de monde, il y a plein de sous-chefs. Mais malgré tout ça, malgré ce faste des grandes maisons, mon âme n'est pas réellement là. Je suis content de pouvoir m'exprimer en tant que tel. Je suis très heureux de pouvoir exprimer cette culture qui m'anime fortement depuis toujours, d'essayer de passer ces messages de gourmandise. Mais j'ai pour habitude toujours de dire que je suis un paysan dans une tour dorée. Donc vous voyez, je suis très conscient de d'où je viens, et ça ne me dérange pas du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, étant un petit peu un des flambeaux parisiens, etc., il est important pour moi d'aller sur le terrain soutenir des jeunes, et de plus en plus de jeunes. Vous savez, il y en a beaucoup qui viennent dans nos villes, mais il y a des jeunes aussi aujourd'hui qui veulent des fois reprendre la suite de leurs parents, des exploitations. Je pense à des jeunes qui sont sur le plateau du Larzac, ils ont fait des petits cochonnets de lait exceptionnels. Donc après, c'est quelques restaurateurs, on se soutient, et puis on s'engage à prendre une certaine production avec eux. C'est un peu pareil, la même démarche avec Monsieur Yamashita, qui fait des produits d'exception. C'est pas du faux semblant, c'est du vrai. Croyez bien que si je me suis déplacé plusieurs fois et que j'y vais régulièrement, chaque année on fait ensemble des choses ensemble, c'est qu'il m'a séduit par vraiment sa démarche de fruits et légumes, surtout de légumes, absolument exceptionnelle. Et vraiment, il a une démarche complètement à part. Depuis que je suis rentré, depuis 5 ans maintenant au Georges V, j'ai fait rentrer tout de suite trois jardiniers qui travaillent pour nous. Pour moi, c'était quelque chose d'important, parce que j'avais besoin de savoir que régulièrement, tous les matins, je pouvais avoir mes petits radis frais. En ce moment, soit des radis qui sont cueillis le matin entre 8h et 10h. Ils arrivent à 11h midi dans mes cuisines et seront servis le midi même. C'est rien, c'est bête, des radis, mais c'est déjà là la vraie gourmandise.
Et la vraie gourmandise aujourd'hui, c'est pas ce que je pensais il y a une vingtaine d'années où sans arrêt il fallait trouver de l'exotisme pour un petit peu toujours créer, toujours aller plus loin, etc. Je trouve que le vrai exotisme aujourd'hui, ça va être à nos jeunes, etc., de leur faire manger des goûts francs, des goûts vrais, une cuisine brute, éviter de manger une cuisine trop préparée, trop sophistiquée. Il faut revenir à l'essentiel. Malgré des grandes semaines de travail, tous les week-ends, je vais faire mon marché, je sillonne un peu partout parce que je suis quand même gourmand de nature. Et puis après, je vais en profiter un peu et faire profiter les miens. Et en cela, j'éduque mes enfants à reconnaître des vrais légumes, à prendre le temps d'éplucher une salade. Je pense qu'il peut y avoir un côté ludique à éduquer tous ceux qui nous sont proches, etc. Et ça, c'est important parce que c'est quand même des valeurs de la nature c'est la convivialité de la table, c'est quand même quelque chose, c'est un moment où on peut être tous ensemble et échanger. Bon, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez mieux que moi. Mais au-delà de ça, j'ai appris au Japon aussi que la cuisine, j'ai appris ça il y a presque 25 ans aujourd'hui, où malgré tout, l'alimentation, on n'ingurgite pas 3 fois par jour des aliments par hasard. Et il y a toujours dans cette vision de la cuisine au Japon, on mange quelque chose de gras, mais on mangera tout de suite quelque chose en opposition qui va vous manger le gras que vous venez de prendre. Et ça, c'est important dans l'équilibre alimentaire. Et aujourd'hui, même au sein d'une belle table gourmande qui se veut française, j'ai ce souci de trouver un équilibre sur l'ensemble des préparations pour que les gens se retrouvent en fin de repas, avoir, j'espère, très bien mangé, mais surtout aussi de se sentir encore avec une digestion assez facile, etc. Ça, c'était quand même des choses qu'on était obligé de prendre en compte dans l'évolution professionnelle parce que les habitudes alimentaires ont beaucoup changé également. Et depuis quelque temps, on a rencontré vraiment un vrai retour sur les légumes depuis une bonne dizaine d'années. Et c'est vrai que dans la cuisine française, les légumes étaient toujours la petite chose obligatoire qu'on rajoutait comme ça en haut de l'assiette, la pièce toujours maîtresse du poisson et de viande. Alors qu'aujourd'hui, sur l'ensemble d'un menu, on peut placer sans aucun problème 2 ou 3 plats, 2-3 préparations qui seront réellement végétales et y apporter beaucoup de puissance, beaucoup de vérité. Et en cela, il faut retourner les choses à la source et aller chercher des légumes qui sont des légumes de terre, de pleine terre, parce que la terre est nourricière, parce que la terre apporte le parfum, comme le vin. Un cé de vigne de Cabernet ou de Pinot Noir ne donnera pas le même vin suivant la terre. C'est exactement pareil pour les légumes, c'est exactement pareil pour toute cette attention qu'on peut y apporter. Je vais aller manger assez souvent chez mes clients. Et le chef qui a dit de équilibre, on peut dire aussi le mariage entre les produits. Et puis, je cherche toujours des mariages de plats, mais pas simplement de équilibrage, parce que pour moi, le mariage, il y a 3 étapes. C'est la première étape, c'est quand on est jeune marié, je veux être comme toi, tu veux être comme moi. Ça veut dire c'est bien mélangé, bien chaud, bien excitant. Et puis, quelques années après, cette chaleur qui diminue, on marche même chemin, mais si vous voulez, de l'autre côté. C'est un peu froid, mais c'est bien équilibré. Ça, c'est la 2e étape. Et la 3e étape, quand on est vieilli, on ne peut pas marcher comme avant. Peut-être le partenaire qui marche un peu plus lentement que moi. Donc, j'essaie de marcher avec mon rythme, avec le rythme de mon partenaire. Donc, le premier, c'est bien mélangé. 2e, c'est, si vous voulez, opposé. Et la 3e étape, c'est bien ensemble, tout lentement.
Donc je cherche, quand je mange un plat, le chef qui vous montrait de quelle époque de mariage. Si c'est le mariage premier, bien mélangé, si le sommelier qui amène le vin de troisième époque, ça ne va pas du tout. Et puis, je rêve toujours, si on mange entrée, plat, dessert. C'est entrée, le mariage de première époque. Le plat, c'est le mariage de deuxième époque. Le dessert, c'est le troisième époque. En durant de repas de 2 heures, 2-3 heures, si on peut passer toutes les époques de mariage, ce sera formidable. Une vision, je ne peux pas imaginer encore. C'est vrai que la vie est faite de rencontres, la vie est faite aussi de passages comme ça. C'est vrai que mon passage paysan bourguignon un petit peu, Paris, un peu l'école de la grande cuisine française, où que j'ai appris vraiment Rubis-sur-l'Ongle, l'Escoffier, que j'ai appris, qui est un peu la Bible des cuisiniers, que j'ai appris presque par cœur pour préparer mes concours. Et ensuite, j'ai eu un vrai déclic du Japon. Parce que moi, fier de ce que j'avais appris en France, fier de ma culture et puis de mon bon goût, arrivé au Japon avec le riz cuit juste comme ça à la vapeur, du poisson cru que j'avais absolument horreur, boire du saké, je trouvais une eau un peu sucrée, un peu alcoolisée, mais sans trouver beaucoup plus de saveur que ça. Et c'est vrai que ça m'a amené, quelques années après, à revisiter complètement tout ce que j'avais pu penser, de me rendre compte qu'effectivement j'étais en train de vivre un choc culturel, un choc, nous, issus de la Renaissance, issus de vraiment un héritage gastronomique de Catherine de Médicis qui arrive avec cette union Henri II de France qui font que le bon goût arrive à la table française, et puis après la cour de tous les rois qui ont pu se succéder ont sans arrêt aussi mis la gastronomie comme un fer de lance pour les cours d'Europe, montrer une certaine force et tout, le décor de la Renaissance, la surcharge de tous nos châteaux, les décors, l'opulence, etc. Et arrivé au monde japonais, où une cuisine est à l'image même du shintoïsme, du bouddhisme et du côté très, très dépouillé, très janséniste, où alors là, le calme, le plat, rien, le décor, les assiettes, pareil. Et là, j'ai appris, entre guillemets, je dis, l'éloge de la fadeur. Et en fin de compte, la fadeur, pour moi, était quelque chose qui était... Bon, la fadeur, ça veut dire ton plat, il n'a pas de goût, tu l'as mal assaisonné. Et en fin de compte, je dis l'éloge de la fadeur parce qu'en fin de compte, j'ai rééduqué mon palais à apprécier des choses qui pouvaient commencer sur des saveurs très, très délicates et même à prendre le goût de l'eau, etc. Et en fin de compte... Depuis, j'en ai retenu qu'une fois par semaine, pendant que je suis au travail, je passe une journée à ne boire que du thé, à manger que des fruits et rien d'autre de la journée. Donc ça me fait un peu du bien parce que vous savez, en cuisine, toute la journée, je suis sollicité à goûter toutes les préparations. Mais là, ça me permet de rééduquer mon palais et de le tenir toujours assez propre pour jamais aller trop au sel, jamais trop au sucre et jamais trop dans les matières grasses. Et c'est souvent un peu le défaut des cuisiniers parce qu'on est en permanence dans ce monde et souvent on a tendance à mettre le goût qu'à son palais, et à partir du moment que le palais se dérive un petit peu, on a toujours tendance à aller un peu trop loin. Donc on essaye de jouer un petit peu comme ça. Et c'est vrai qu'au Japon, ça m'a permis justement de me rapproprier un petit peu une autre vision. J'en suis sorti un petit peu plus... grandi quand je suis revenu en France dans les années tout début 90. C'est vrai. Et pour terminer le lien comme avec M. Yamashita, au Japon, j'ai eu cette chance de découvrir les jardins de Kyoto, qui était l'ancienne ville impériale, et un petit peu comme nous dans les Yvelines avec Versailles, où il y a encore aujourd'hui beaucoup de maraîchers qui sont issus des rois de France qui étaient à Versailles, qui avaient besoin de nécessité. C'était la même chose à Kyoto, et à Kyoto, j'avais vraiment des légumes absolument exceptionnels, comme M. Yamashita aujourd'hui, avec les carottes rouges de Kyoto,
et beaucoup de légumes qui ont vraiment des puissances et des saveurs très particulières. Tout à l'heure, on vous fera goûter. C'est le début de la saison. On est un peu capricieux cette année parce que là, Monsieur Yamashita va me le dire, on a au moins 2-3 semaines de retard par rapport. Ouais. Cette année, c'est tellement froid, donc normalement, on aura plus de variétés de légumes, mais c'est à peine il y a une semaine, j'ai commencé d'amener les cabous. Alors, le cabou, Ouais, c'est un vous allez navet. goûter. C'est un navet. C'est un navet qui a cette particularité, c'est que je vais vous en couper tout à l'heure. Vous allez voir, il est très tendre. On le mange cru. Donc un navet cru, déjà, c'est pas trop dans nos habitudes. C'est pas un radis, c'est un navet. Il a vraiment une texture très très fondante, très tendre, très douce, très douce. Et je peux le préparer de différentes façons. Tout à l'heure, on voit une petite photo de la noix de Saint-Jacques où on a des petits palets de noix avec cabou, les feuilles qui me servent. Ce qui est bien aussi dans les légumes de Monsieur Yamashita, c'est que j'utilise tout. Je peux utiliser aussi bien le navet que les tiges ainsi que les feuilles. Parce que comme il a sa manière de cultiver, où il ne met pas d'engrais, qu'il cultive vraiment d'une manière où il mélange les différentes variétés de légumes, etc., pour qu'elles-mêmes se protègent les unes des autres, ça lui permet d'être vraiment dans un écosystème et ça lui permet donc d'éviter de traiter les légumes. Et c'est marrant, mais la nature, quand vous la traitez bien, elle vous le rend bien, parce que tous ces légumes sont vraiment, tout le temps, il n'y a aucune amertume, et de la feuille à la tige, tout se mange. Donc il me les vend cher, mais au moins je peux tout utiliser derrière. Moi, je cultive à peu près 50 variétés à l'année, selon la saison. Le cabou, c'est le navet, donc, si vous voulez, c'est un peu maintenant, symbole de... Oui, c'est un peu la signature de Monsieur Yamashita. Ouais. Bon, là, ils sont encore petits, mais après, on peut avoir vraiment des beaux navets cabou. Ouais. Et je peux vous assurer réellement que tous les très grands chefs parisiens se sont tous battus pour avoir ces navets. Parce que c'est une... Si je cultive que des navets, mon travail, ça peut diminuer de 3 fois plus légère. Et puis, je peux gagner 5 ou 6 fois plus. Ça, c'est très, très facile. Mais ça ne m'intéresse pas parce que si je cultive que des navets, c'est mon maraîchage qui devient pauvre. Parce que c'est simplicité, c'est le début de pauvreté. Et de temps en temps, c'est les gens qui me demandent comment tu fais pour avoir des si bons légumes. Franchement, il y a quelque chose un peu frustrant avec Monsieur Yamashita, c'est que on entend parler beaucoup de lui. Vous voyez quelqu'un d'assez modeste, et il l'est. Mais je peux vous assurer qu'il a fait toutes les télévisions du monde qui sont venues chez lui. C'est quand même assez impressionnant, je peux vous l'assurer. Et c'est marrant parce que quelque part, il n'en tire pas un bénéfice commercial pécunier parce qu'il reste tout le temps le même. Il ne profite pas de cela pour dire tiens, je vais m'ouvrir, puis je vais rouvrir, je vais racheter des terres et je vais faire plus, comme ça au moins au lieu de servir 6-7 cuisiniers à Paris comme il le fait, et uniquement des cuisiniers. Parce que bon, je sais pas, vous me dites peut-être pas tout, mais je pense qu'il ne vend même pas de légumes à des particuliers. Donc il y a quand même un peu de frustration pour moi le premier, parce que ayant une femme japonaise, croyez bien que des fois elle me dit oui, quand même, j'aimerais bien manger les petits navets daikon, les petits kabouls, il y a plein de choses tout au long de l'année, que ces tomates. Pourtant la tomate, on en a tous plus ou moins dans les jardins, et je peux vous assurer que la texture, le parfum des tomates de Monsieur Yamashita, pourtant je travaille avec bien d'autres maraîchers dans les îles, à Carrières-sur-Seine, pour Monsieur Joël Thiebaud, que vous pouvez retrouver dans le marché du 16e, etc. Et des gens qui sont vraiment maraîchers depuis 5 générations, qui font un travail remarquable, qui n'ont pas cédé à la tentation de l'immobilier, qui ont quand même encore gardé ce côté des jardins. Donc c'est vraiment des gens que j'essaye de soutenir, parce qu'on est encore content d'avoir un peu des radis frais tous les matins dans ma cuisine. Mais dans le même temps, on n'est pas sur la même démarche que M. Yamashita, parce que M. Thiebaud, lui, va sur les marchés. J'y étais encore samedi dernier avec des clients d'ailleurs, et au
au moins il fait bénéficier à tout le monde de son travail, etc. Monsieur Yamashita, c'est vrai que lui, c'est vraiment une petite production. Il choisit avec qui il veut travailler, comme il veut, il vous donne ce qu'il veut et au prix qu'il veut. Alors vous voyez, il a des conditions commerciales qui ne sont pas toujours très faciles. C'est très simple. Voilà, c'est très simple comme système en fait. Je crois que il y a beaucoup de maraîchers dans le monde entier, donc chaque maraîcher a une rôle. Par contre, je peux vous assurer que ça vaut vraiment le voyage, comme pourrait dire un certain guide, ça vaut le voyage, un week-end à 15 km de Paris, à Chappé, dans les Yvelines, et il a une table d'hôte, et je peux vous assurer que là, vous comprendrez réellement la dimension de tout ce qu'on ne peut pas trop vous exprimer en plus, parce que il y a vraiment, il faut y aller d'ici un mois. Et là, vous aurez toute une palette vraiment de légumes. J'ai mangé les meilleurs maïs qui soient chez lui, les meilleures tomates qui soient chez lui. Et croyez bien, pourtant, j'étais fier de mes légumes de jardin et de mon enfance. Et il a une manière de traiter ses légumes. Moi, pour avoir été quand même souvent dans ses jardins, de voir qu'il n'hésite pas sur une rame de maïs à enlever 2-3 épis pour que les 3 derniers soient vraiment les plus beaux, etc. Sans parler de son melon brodé. Il fait un gros melon vert d'eau. Il fait des melons brodés qui sont absolument magnifiques, qui est une spécialité au Japon, qu'on achète ça à prix d'or. 4 melons par an. Ouais, 4 melons par an. Vous voyez le truc. Vous voyez donc c'est un peu l'excès, mais bon, ça me permet, moi, en tant que chef, au restaurant Le 5, de ponctuer un peu mes plats avec ce qui m'apporte. Mais ce qui m'apporte, bon, je peux vous assurer que j'en ai quand même un peu plus que ça chaque fois. Par exemple, le tomate, pour le monsieur Briffard, je sais ce qu'il fait, ce qu'il veut faire, c'est de 1000 feuilles de tomates. Pour ça, c'est donc du laisse mûrir au maximum sur l'arbre, et puis du récolte, et puis du laisse reposer 2 ou 3 jours dans la température. Pour enlever le stress du légume. Parce qu'avec M. Yamashita, il y a le stress du légume. Et après, je l'amène. C'est un peu compliqué. Mais par contre, par exemple, c'est M. Ledouille de Kitchen Gallery. Il veut faire avec mes tomates oranges, c'est une sorte de gazpacho. Donc pour le gazpacho, il faut avoir un peu plus de punch. Donc je ne laisse pas mûrir au maximum. Si vous voulez, c'est 2 ou 3 jours près, mais je récolte avant et puis je l'amène tout de suite. Là, on voit une photo, là, on est chez lui, là, c'était en septembre, il y a des tomates partout, voilà, et il fait vraiment des micro-tomates, toutes sortes de tomates, des tomates cerises, des plus grosses, etc. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que les tomates cerises, souvent, bon, elles sont bonnes, elles sont mûres, surtout en saison, mais souvent, la peau de la tomate est quand même ferme. Et souvent, je suis un peu déçu. En fin de compte, je reviens à des vraies tomates parce que je trouve que les autres, il y a beaucoup de peau en rapport. Et là, c'est pareil. La pellicule, elle est très fine, incroyable. Et le maïs aussi, c'est quand on mange comme ça, c'est toujours des miettes, ça rentre entre les dents. Mais le mien, ça rentre pas. Parce que tellement fine. Donc ça passe. Voilà. J'espère qu'on vous ennuie pas trop parce que... Du coup, ce sont des graines japonaises et voilà, les légumes poussent dans la terre, on va dire la terre des Yvelines. Alors, que pensez-vous du goût par rapport au goût des légumes que vous cultiveriez si vous étiez au Japon? Je ne sais pas, mais mes légumes sont, malgré que tous les grains qui viennent du Japon, et moi je suis japonais, donc avec la manière japonisée comme ça, de cultive, mais mes légumes sont bien meilleurs qu'on trouve au Japon. Oui, Monsieur Yamashita, vous savez, comme il vous l'a dit dans une première période en France, il faisait bonsaï. Et c'est un arbre très capricieux qui demande tellement de technique, d'attention en permanence. Il vous a dit ça rapidement, mais il a été blessé au plus profond de lui-même parce qu'il y a des arbres qui suivent pendant des années et puis on lui ramène, ils sont malades, les gens se sont mal occupés, donc il les soigne, il les ramène aux gens.
Et d'un seul coup, il s'est fait cambrioler. Et je me souviens, vous m'aviez dit une petite anecdote. Vous m'aviez dit, oh oui, mais j'étais tellement dérangé et tout. Je me suis dit, je vais faire des carottes, au moins on ne me les volera pas. Et en fin de compte, aujourd'hui, il apporte autant d'attention à ces légumes, à ces carottes, à tout ce qu'il peut faire, parce que bon, là, je vous donne pas les noms qu'en japonais, parce que ça va pas trop vous parler, mais il apporte tellement d'attention à chaque légume, il apporte l'attention qu'il pouvait apporter à ses bonsaïs. Et c'est en cela que je pense qu'il fait sûrement la différence aujourd'hui avec beaucoup de gens qui ont la main verte, qui sont des très bons jardiniers. Mais là, lui, il a poussé vraiment à l'excès cette connaissance, cette attention qu'il peut porter, ce regard qu'il peut porter à la végétation. Faut le voir dans son jardin, faut le voir. Il est vraiment capté, il est vraiment. On parle de main verte, mais là c'est une main plus que verte. Non, c'est souvent donc c'est les gens qui me demandent d'être apprenti chez moi, mais je prends pas souvent, parce que c'est pendant que les apprentis qui est chez moi, le goût des légumes qui baisse. Oui, mais après, monsieur Yamashita, c'est là que je suis pas d'accord avec vous. Il y a un moment, il faut former les gens. Vous voyez, imaginez, moi aussi, j'aimerais bien des fois être tout seul dans ma cuisine en disant, moi aussi, vous savez, j'ai plein de jeunes, mais bon, ça fait partie après de la transmission, donc c'est un peu dommage d'arriver à avoir autant de sensibilité que vous, de connaissances, et puis après, il faut la transmettre. Oui, donc c'est les jeunes. Alors, je sais qu'il y a une demoiselle dans la salle, mademoiselle Yamashita, mais je ne suis pas sûr qu'elle se prédestine aux légumes plus tard. Donc les gens qui me demandent de quelle technique que j'utilise pour avoir des bons légumes. Mais il n'y a pas de technique pour avoir des bons légumes. Parce que s'il y a quelque chose, par exemple, comme ça, on rend comme ça, le parti technique, c'est ça. Ça veut dire, je parle souvent comme ça, c'est par exemple pour prendre les photos, c'est la technique de prendre les photos, c'est tout simple. Appuyer le bouton jusqu'au fond. Nous, amateurs, les professionnels, on n'a que cette technique. Mais pourquoi il y a la différence entre les photos de nous et les professionnels? Parce que nous, on prend des photos de belle lumière. Mais les professionnels qui prennent des photos de belle ombre. C'est l'ombre, on ne voit pas ou on a mal à voir. Mais à ce point-là, c'est le professionnel qui s'intéresse plus. Donc, les professionnels, ils cherchent des belles lumières, mais pour avoir des belles ombres. Donc, c'est pas la technique qui compte. Et puis, on cherche des... Donc pour ceux qui s'attendaient à avoir une leçon de légumes ce soir, c'est loupé. On cherche des bons légumes, bien frais. Mais bon, il y a deux sens. C'est bonne qualité et bon goût. Ça, c'est pas pareil. Si un légume qui a le bon goût, évidemment, il a la bonne qualité. Mais si c'est le légume qui est de bonne qualité, qui n'est pas forcément de bon goût. Donc c'est pour avoir donc je ne sais pas comment il faut faire pour avoir des bons goûts, mais j'essaie d'avoir des bonnes qualités de légumes. C'est pour avoir des bonnes qualités de légumes, il y a trois éléments nécessaires. Oui. Le premier, c'est cultiver des légumes dans une situation, aux conditions acceptables. C'est pas forcément favorable parce que chez moi, c'est tellement mauvaise condition. Parce que c'est le terrain qui est très très argileux. Il y a beaucoup de cailloux. Et puis, chez moi, c'est plus bas de commune. Donc, tous les pluies qui tombent sur notre commune, pluie qui glisse chez moi. En plus, situé côté nord. Donc, il n'y a pas de pire.
Donc, c'est dans une condition acceptable. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est récolter au moment qu'il faut. Pas trop tôt, pas trop tard. Et puis, troisième, c'est après récolte, jusqu'à le temps que le légume qui rentre dans la bouche de quelqu'un, bien surveillé. C'est tout. Et comment mettons au point une recette? Est-ce que c'est le maraîcher qui a une idée de légumes ou est-ce que c'est le cuisinier qui cherche un légume? Moi, c'est Monsieur Yamashita m'apporte des fois des surprises, des cadeaux. Et là, il me dit, tiens, j'ai essayé ça, etc. Donc là, effectivement, je goûte le produit accru, j'aime bien avoir déjà le produit intrinsèque. Et puis après, ça y va par spontanéité. Souvent, j'ai l'habitude pour dire quand on me pose des questions, comment vous faites à la maison? Oui, mais nous, on ne peut pas inviter un chef à manger à la maison, vous imaginez ce que c'est et tout. C'est complètement faux, vous savez. Souvent, comme on dit, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Mais pour tout ça, pour dire que quand je fais le marché, faut jamais, c'est un petit conseil, il ne faut jamais partir sur des idées préconçues de on va manger ci, on va manger ça. Je pense qu'il faut vraiment y aller par le coup d'œil du marché. Les marchés sont vivants. Un jour, c'est les maquereaux qui vont être très frais parce que ça va être les petits maquereaux de ligne de Bretagne. Vous allez avoir les premières asperges. Vous voulez manger les asperges, manque de peau, elles sont trop sèches, etc. Donc je pense que le premier coup, c'est le coup d'œil. Et si déjà vous avez le coup d'œil pour le produit, il vaut mieux changer votre menu, mais au moins vous aurez une réactivité sur des produits qui seront peut-être les meilleurs du moment, les meilleurs de la saison, et puis au moins vous aurez le meilleur retour. Ça sert à rien de vouloir s'acheter des petites soles si la sole elle n'est pas très fraîche, pas très brillante, qu'il n'y ait plus de limon sur la peau, etc. C'est un peu pareil avec les légumes. Faut déjà avoir ce coup de cœur pour le produit. Et puis moi, souvent, quand M. Yamashita m'apporte des nouvelles choses, là, je ne m'inquiète pas sur la qualité, mais après, des fois, j'ai un temps de compréhension. Il m'a amené tout dernièrement des tout petits choux, vraiment des choux gros comme ça, vraiment des tout petits choux. Et puis, j'ai dit, oh là, comment je vais faire ça? Je vais les faire juste suer comme ça, une noix de beurre, mais bon, ça, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, il me dit, non, il faut prendre un petit peu de farine de sarrasin, tu tapes dedans, tu fais frire comme ça, et tu vas voir, c'est bien comme ça. Donc, j'ai essayé, effectivement, c'était pas mal. Puis, entre-temps, j'ai rééquilibré un peu ma manière, et puis voilà. Donc, il y a toujours une rencontre avec le produit. Faut jamais avoir peur de sentir et puis d'aller à peu sa découverte. Je pense que on a tous ce sens inné de l'équilibre. Je le dis souvent d'ailleurs à mes jeunes dans ma cuisine. Des fois c'est un peu le défaut aussi en cuisine de faire quelque chose tous les jours avec répétition. Et puis des fois, je leur dis, mais attends, à la maison, même ta mère m'aurait pas assaisonné la salade aussi mal, aussi salée, ou des choses comme ça. Parce qu'en fin de compte, ils font ça d'une manière un peu répétitive, un peu professionnelle comme ça, et des fois avec un peu de légèreté. Et ils se rendent pas compte du coût du produit, parce que là, ça devient professionnel. Donc ils transforment quand ils l'achètent eux-mêmes, je dis, mais cuisine comme si tu devais le faire pour tes parents, cuisine comme si tu devais le faire pour ta petite amie, etc. Et apporte-y du cœur. Avant tout, la cuisine, c'est du cœur. Et je pense que c'est un peu ça. Il faut transformer les produits que vous achetez avec cœur. Et puis, après, la cuisine, c'est comme beaucoup de choses, la musique, l'art. Il n'y a jamais rien n'est une science infuse, rien n'est précis. Mais après, c'est une question de justesse et de sensibilité. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter avec l'approche des légumes qu'on peut avoir avec M. Yamashita. Oui. Cette année, j'ai augmenté de variétés de tomates cerises. Ça peut être 8 ou 9. Donc, 9 variétés. Ah bon, oui. Donc chaque variété, j'ai repiqué que 3 pieds. Donc, si vous voulez avoir de telle variété, de telle quantité, non, je ne peux pas.
bon, Monsieur Yamashita a fait un livre, on va en parler un petit peu, où réellement, ça, bon, on peut peut-être même le faire passer dans la salle, je pense qu'il est très facile. Vous allez tourner les pages, vous allez pouvoir voir un petit peu la tête des légumes, des feuilles de kinjiso, des kabocha, des daikon, des edamame qui sont les fèves japonaises. Et vraiment, tous ces légumes sont réellement des expériences gustatives. Mais réellement, là, vous savez, moi, j'ai rien à vendre. Hein. Je suis là spontanément parce que j'aime partager ma passion vivante des beaux produits, etc. Et vous allez voir tout au long du livre vraiment des légumes un peu singuliers, un petit peu différents de ce que vous pouvez avoir dans vos jardins ou sur les étals de vos maraîchers. Et vous allez voir avec les chefs avec lesquels ils travaillent, un peu à chacun la transformation qu'ils ont pu apporter sur ces légumes. Et à chaque fois, et sans oublier Madame Yamashita, qui a pris la plupart des pages de ce livre d'ailleurs, et qui vous fait partager ses spécialités, qui peut vous faire découvrir sur des bases de cuisine japonaise, à Chapé. Et vraiment, pour y avoir goûté très souvent et fait venir les plus grands journalistes gastronomiques français, certains, des fois, j'avais un petit peu peur, parce que c'était pas toujours si... Et tout le monde a toujours été bluffé. Vous le savez très bien, tout le monde a été bluffé par le produit. Quand le produit est bon, le chef que je suis doit savoir s'effacer devant le produit, essayer simplement de le mettre juste un petit peu à ce qui doit être en hauteur, le respecter la cuisson, de ne pas vouloir surcharger les accords de goût. Et croyez bien que M. Yamashita est très vigilant pour avoir été chez un de mes plus grands confrères, etc., du jour au lendemain, de lui dire avec vous, je travaille plus. Vous sentez pas mon légume, vous l'avez pas respecté, non, il n'y a plus rien. Vous voyez le personnage. Oui, l'année dernière, j'ai arrêté de travailler avec un chef de 3 étoiles pour supporter d'un chef qui n'est pas étoilé. C'est bien. Et puis, donc, Sylvain Sondra, itinéraire. Il en a eu 1 étoile cette année. Et quel a été votre premier étoilé alors, lorsque vous avez commencé à vendre vos légumes au chef étoilé? Quel est le premier que vous avez contacté ou alors qui est venu se jeter dans vos bras? Le premier étoilé, c'était le doyen. Le doyen. Oui. Christian Lesquer, oui. Un garçon de... Sinon, normalement, c'est comme toute petite production, comme ça, on commence de travailler avec un petit bistrot d'à côté, et puis si ça marche bien, on rentre dans Paris, et puis de bistrot à gastro, et 1 étoile, 2 étoiles, et puis à la fin, si on peut travailler 3 étoiles, ce sera un grand succès, je comprends ça. Mais j'ai commencé par 3 étoiles. Parce que je pensais, avant de travailler avec les restaurants français, j'imaginais le monde de restauration. Et puis, cuisinier, c'est comme un médecin. Un médecin, si on trouve un très bon technique pour sauver... Oui, pour sauver les clients, on fait le rapport dans un journal, et puis si un médecin qui lit ce rapport de l'autre côté du monde, on peut utiliser cette technique dès aujourd'hui. Et les recettes, on n'a pas de brevet, donc il n'est pas protégé. Donc c'est pour être au sommet tout le temps comme ça, longues années. C'est pas ce qu'il a beaucoup d'argent, c'est pas qu'il connaît beaucoup de gens, c'est pas ça. Il fait toujours les recettes révolutionnaires. Et puis le chef, il ne peut pas imaginer le plat sans avoir des produits. Oui, tout
tout à fait. Ça, c'est bien vrai. C'est souvent la rencontre des femmes et des hommes que je peux rencontrer dans toute la France. Et vraiment, ça fait une quinzaine d'années, c'est pas dur. C'est quand je suis arrivé à l'hôtel Plaza Athénée. Je n'ai jamais négocié mon salaire, ça n'a jamais été ma prérogative. J'ai négocié les moyens qu'il devait avoir pour pouvoir s'exprimer. Et en cela, j'avais demandé de pouvoir de me déplacer, d'avoir un peu de temps de libre pour aller à la rencontre des produits. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental parce que bon, là, c'est un peu lourd, ça fait très bourgeois, c'est très riche, c'est un peu opulent, etc. Et au contraire, je veux essayer de dynamiser une cuisine complètement à l'opposé de ce qu'on peut avoir comme image comme ça. Il faut que ça soit une cuisine vivante, qui soit au contraire complètement représentative de nos terroirs, d'avoir une expérience à offrir à des gens qui viennent un peu de partout. Croyez bien que j'ai aussi des Français, heureusement, parce que sinon... Et je suis avant tout un restaurant dans un hôtel, mais pas un restaurant d'hôtel. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important. Jusque même sorti, je sais très bien que c'est toujours... on est à des prix toujours trop chers, et ça, j'en suis toujours très conscient, mais je me suis toujours battu pour garder... je le fais toujours en ce moment, un déjeuner le samedi et le dimanche, des prix qui se tiennent pour qu'on puisse encore accéder, etc. Concrètement, ça fait un menu à 95 € que je garde au choix jusqu'au samedi-dimanche, parce que je sais que sinon, dans la semaine, quand c'est le déjeuner d'affaires, les gens qui travaillent ne peuvent pas en profiter. Et j'ai même une formule aujourd'hui à 75 € que je fais avec l'eau et le café. Et tout ça, toujours qu'avec des très bons produits, c'est des formules où on gagne pas réellement, c'est vraiment histoire de... Mais c'est important pour nous. J'ai quelque chose, je citais une marque comme ça pourrait être une autre. Vous savez, je me suis toujours dit cette réflexion, qu'est-ce qui fait le luxe à la française, qu'est-ce qui fait qu'on nous envie autant, etc. On a quand même vraiment un beau savoir-faire, il y a une vraie culture qui est un héritage extraordinaire qu'on puisse avoir. Je suis dans le compagnonnage du Tour de France, je suis dans les meilleurs de France, donc j'ai cette chance de côtoyer tellement d'artisans de grande qualité, des gens qui ont vraiment des savoir-faire magnifiques. On est tout le temps actuellement dans une certaine dépréciation de notre France, de tout ça, on est tout le temps jamais content et tout. Je pense qu'il y a des vraies valeurs. Moi, je sais qu'à mon petit niveau, j'essaye vraiment de soutenir ces filières parce que c'est important de soutenir nos souches. Les chefs en sont conscients. Il y a un vrai retour aux sources. Et là, je suis en train de m'échapper un petit peu. Mais tout ça pour vous dire qu'il est important pour nous d'avoir cette essence d'une vérité, pour moi, d'apporter dans cet hôtel un sens des produits les meilleurs qu'on puisse trouver sur... Il y a 3 semaines, j'étais en pleine montagne avec du lait de brebis qui venait fraîchement d'être traité. Ensuite, on l'a fait bouillir, on a fait du brooch dans le maquis corse. Et tout ça, c'est les fromages que je reçois sur ma table du 5. Donc, il y a... Alors que bon, croyez bien que j'ai pas besoin de ça, hein, je pourrais faire que du téléphone, aller uniquement aux mines de Rungis, qui est un marché fabuleux, formidable, mais je pense qu'il y a un moment où nous, on doit même apporter autre chose. Et le mine de Rungis, c'est déjà quand même des exploitations agricoles, Monsieur Yamashita n'y sera jamais. Sa production ne permet même pas de remplir une camionnette. Alors, et en cela... Je pense qu'il est important de soutenir des filières qui sont beaucoup plus petites. Et j'en suis fier parce que j'ai eu quand même quelques résultats et il y a certains qui en ont vraiment profité. J'ai Jean-Yves Bordier qui est un maître beurrier à Saint-Malo que j'ai rencontré il y a plus de 15 ans dans mes pérégrinations comme ça de recherche de produits sur un petit marché en Bretagne en ayant allé voir d'autres fournisseurs. J'ai goûté du beurre exceptionnel, comme ça, une crémière qui vendait du beurre. Je lui ai dit, oui, j'aimerais avoir l'adresse de votre beurre. Ah ben non, mais je dis, vous inquiétez pas, je ne veux pas vous faire concurrence, je travaille à Paris. Donc elle termine à me donner cette adresse de Jean-Yves Bordier. Et depuis, je peux vous assurer que depuis 15 ans, tout Paris a utilisé ce beurre. Il est sur toutes les grandes tables, chez tous les grands crémiers. Il fait un beurre aux algues, il fait des beurres au yuzu, etc. Fabuleux. Et il a un vrai beurre barat avec des laitages fabuleux. Et ça, je suis personnellement enrichi de ça. Moi aujourd'hui, c'est vraiment ma démarche personnelle, professionnelle. Je me déplace aussi encore un peu à l'étranger, je vais encore un peu au Japon, mais je n'ai pas cette
j'ai pas cette envie personnelle de signer des contrats un peu partout dans le monde, comme certains de mes confrères, et ils ont raison de le faire, parce qu'ils portent la belle parole de la cuisine française dans le monde, mais moi j'ai une autre vision qui est plus à aller soutenir les filières, etc. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental de ma démarche en cuisine. Comme également, j'aime être dans mes cuisines parce que j'aime suivre les produits, j'aime savoir ce qu'il y a dans mes frigos, j'aime savoir où en sont les produits, j'aime savoir le grain du poisson du matin, de la viande, etc. Et je pense que je suis dans une démarche qui, malgré une grande maison, mais qui est une démarche quand même encore dans l'esprit aubergiste. Et c'est important parce que, quoi que je puisse, bon, je prends un peu de repos, la preuve, regardez, ce soir, je suis parmi vous, mais sinon, j'ai un besoin viscéral d'être avec mes gars et d'être celui qui les accompagne dans les préparations, etc. Et c'est important parce que c'est des métiers de l'artisanat, c'est comme un chef d'orchestre qui n'est pas là, ça se passe pas pareil, c'est comme au bloc opératoire, si le boss il n'est pas là, c'est pas la même chose. C'est bien qu'on puisse s'absenter parce qu'il faut voir ce qui se passe autre part, mais il faut être aussi là parce que quand on n'est plus du tout, ce n'est plus votre cuisine, mais c'est la cuisine des autres. Tout à l'heure, M. Fay, il a parlé de Joël Thiebaud. Oui. Oui, oui. Il est venu chez moi aussi. Oui, M. Joël Thiebaud, oui, qui est vraiment fait partie des quelques maraîchers qui nous restent autour de Paris. Et vraiment, lui, il a 5 générations de maraîchers. Et avec une forte production, oui, il a beaucoup de variétés. Beaucoup de variétés. Voilà, variétés, et lui-même a été inquiet un petit peu de toute la notoriété. Moi, à mon avis, c'est parce qu'il fait 40 variétés de tomates, oui, 30 variétés de concombres et tout comme ça. C'est beaucoup de variétés. Pour moi, c'est pas une mentalité d'artisan. C'est plutôt collectionneur. Oui, c'est différent. Moi, lui, il fait profiter au plus grand nombre. Oui, mais je crois qu'il fait bien. Parce que il peut montrer des richesses du monde de légumes. Il y a d'autres maraîchers qui font des carottes pas terribles, mais il fait des tonnes. C'est comme ça aussi. Ça, c'est très important. C'est peut-être pour ça qu'on s'est rencontrés. Vous voyez, on a chacun une vision très artisanale de notre travail. C'est vrai. Moi, donc, c'est plutôt... j'essaie de cultiver les légumes de prototype. Par exemple, la plupart des maraîchers, si on a des superficies de champs, ils calculent avec ce terrain combien je peux gagner. C'est pour ça que donc, il fait des plans d'occupation de sol et tout. Ça veut dire il veut retirer maximum de potentiel de terrain. Moi, c'est pas mon cas. C'est mon cas, c'est de toute petite superficie, mais j'essaie de trouver des maximum de potentiel d'un légume. Donc, c'est une démarche qui n'est pas pareille. Et puis, on dit c'est le rareté. Donc, mes légumes sont rareté absolue, si vous voulez. Parce que je ne fais que entre 80 et 120 navets par semaine pour 6 ou 7 restaurants. Donc, c'est vraiment très peu. Mais c'est rareté, nous, ces producteurs, puissent dire que des très très bonnes choses qu'on peut produire que très peu de quantité. Par exemple, le chef, s'il fait de 8 couverts pour la semaine prochaine, avec le budget sans limite, il peut faire très très bonne cuisine. Mais avec les mêmes conditions, pour 4000 personnes, c'est pas pareil. C'est sûr. Et quels sont les légumes du moment alors? Que ramasse-t-on là en ce moment? En ce moment, donc c'est juste donc des semaines dernières, j'ai commencé de
d'avoir des navets. En ce moment, c'est donc... Ah oui, d'accord. C'est bouquet de fleurs pour les femmes. Ça va sentir un peu Ouais. la suite. Ça, c'est le flot de navet. Oui. Consommable. Oui. Et celui-là, ça, c'est le flot de poireau japonais. Oui. C'est très puissant, mais... Oui, oui. Allez-y. Maintenant, c'est... Il y a très peu de variétés de légumes pour l'instant. Donc après, on aura des petits pois, sugar snap. C'est un petit bout de navet. Oui, oui. Et ça sent bon aussi. Oui. J'ai amené le flot de poireau japonais et le flot de navet. Et puis un petit pouce de mizuna piquant. Parlez des navets, Kabou. Il vaut mieux le goûter. Ouais. Ça change tout. Oui. On peut faire comme ça. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte des fois aujourd'hui à quel point on a perdu certaines saveurs de légumes. Bon, moi je ne vous parle pas de la tomate, vous le savez tous, hors saison, que si on ne va pas chercher des tomates soleil, qu'on peut nous faire manger des tomates toute l'année. Et c'est vrai que c'est révélateur, hein, le goût intrinsèque du produit, et c'est ça qui mène l'histoire d'une assiette, d'un plat, d'une préparation. Et je comprends de plus en plus pourquoi des fois on est mené à vouloir toujours compliquer un peu les plats et toujours vouloir mettre plus d'accords de goût, d'assaisonnement. Bah, bien sûr, parce que si votre produit premier lui-même n'a pas plus de saveur que de puissance que ça, si vous mangez une tomate qui n'a pas de goût, si vous prenez des radis qui n'ont aucune saveur et tout, je me souviens de ça, c'est quand j'étais au Plaza Athénée. Je reviens dans ma Bourgogne natale un week-end, et puis j'arrive à la maison, ma maman contente avait préparé des asperges qu'elle avait cueillies à la gouge 1 heure plus tôt, qu'elle avait épluchées comme elle pouvait, pas très bien, parce qu'elle n'a pas la technique comme le fils, et puis qui a cuit ça d'une manière tout à fait simple, avec une vinaigrette, avec un peu de cerfeuil juste concassé comme ça et tout. Et à part le fait que les asperges étaient encore filandreuses et tout, mais par contre j'avais une saveur de l'asperge et du cerfeuil, mais qui était une révélation totale. Je me suis dit, waouh, je peux même pas faire ça au Plaza Athénée. Donc en fin de compte, aujourd'hui, ma recherche, c'est justement de pouvoir le faire, parce que c'est quand même pas très logique qu'on soit obligé de sophistiquer des produits, une cuisine, en apportant toujours des choses qu'on appelle très sophistiquement et compliquer les saveurs, or que il suffit de revenir au goût originel des choses. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est quand même fondamental. Ça paraît tellement basique, tellement simple, mais ça devient tellement compliqué de manger des produits, des fruits qui ont vraiment des goûts. Je me souviens enfant des petites pêches de vigne, mais vraiment les vraies pêches de vigne, avec un goût noyau extraordinaire, etc. etc. Et c'est vraiment cela. Et je pense qu'il y a des petites choses qui peuvent changer, mais malgré tout, je suis persuadé qu'on peut toujours aujourd'hui, sans problème, pousser des filières, des gens à revenir produire et à continuer d'évoluer, à vendre des légumes, etc. Et c'est en cela que moi, je passe beaucoup de temps sur le terrain, et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des jeunes qui adhèrent et qui aujourd'hui en vivent. Et c'est ça qui devient vraiment intéressant. Donc là, on va vous faire goûter un petit peu ça. Je vais rechercher un autre plateau, comme ça. Ça va? Ah bon, c'est un peu sauvage, mais vous allez voir tout de suite là. C'est du navet, hein, c'est du navet. Ça, c'est la nature. J'aurais pu les tailler un peu plus épais, justement, pour avoir encore un peu plus cette texture et cette sensation de... Ouais, je vais pas éviter de trop les dédoubler.
pas sûr de vous. Ça va. N'hésitez pas à nous poser des questions, à qu'on échange un peu, parce que je crois qu'on ne sait plus trop quoi vous raconter maintenant. N'hésitez pas à échanger un petit peu plus. Voilà, merci monsieur. Merci madame. Merci. Messieurs, bonsoir. Je voulais savoir, tous les légumes dont on parle sont des légumes qui sont dans des variétés. Ils sont classés comme étant légumes verts. Et il y a des espèces, vous avez dit, très prototypes. Tous ces légumes, c'est des graines au départ? Des graines, oui. Toujours. Oui. Ouais. Alors, où on trouve ces graines, justement? Je voulais savoir d'où viennent les graines. Des graines qui viennent du Japon. Oui, mais d'où sortent-elles? Parce que je sais qu'en France, il y a un grand débat sur les origines végétales. Ouais. Il y a des organismes spécialisés pour les répertorier. Et c'est une sorte de conservatoire des graines. Et il y a eu un débat dans l'agriculture contemporaine, moderne, salon de l'agriculture, bagarre sur les brevets par rapport aux variétés et à la rentabilité aussi, productivité qui vont avec, qui ont donné lieu à finalement une confiscation, pour ainsi dire, de certains droits à réutiliser les graines elles-mêmes ou à pouvoir faire des nouveautés. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des cahiers des charges très précis. Il y a des cahiers des charges très précis on parlait tout à l'heure de Joël Thiebaud. D'ailleurs, lui-même, des fois, mêle un peu différentes variétés, fait venir des variétés différentes, etc. Il sort du cahier des charges des grainiers. Et quelque part, c'est plus ou moins légal d'ailleurs, parce que la loi est la loi et qu'on doit respecter, etc. Mais bon, je suis tout ça de très près. Vous savez, je suis vraiment... vous avez à côté de Versailles l'INRA, qui, eux, chaque année, ouvrent leur jardin. Et d'ailleurs, l'INRA est un peu partout, parce que j'étais encore avec l'INRA en Corse il y a quelques temps sur des produits endémiques à la Corse, ou des produits qui sont complètement locaux à la Corse, avec des herbes extraordinaires comme la népita, des marjolaines sauvages, au goût de menthe, etc. Et après, effectivement, il y a des grands débats de savoir jusqu'où on doit limiter ces exploitations ou de remettre au goût du jour, comme tout le monde l'a réemployé dernièrement, les légumes oubliés, ou etc. Bon. Et en fin de compte, les légumes oubliés, que tout le monde s'est remis à refaire, à revendre dans tous les supermarchés, parce que dès que quelque chose marche, de toute façon, tout le monde le récupère vite derrière. C'est un peu comme le bio, je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, on a lancé un peu le bio, et puis maintenant, tout le monde fait du bio, et puis on trouve du bio maintenant qui vaut même moins cher que les autres légumes, donc, ou même les autres produits. Donc on peut se poser un peu des fois des questions. Il y a vite, souvent, récupération. Pour répondre à votre question sur les grainiers, c'est une question tout à fait juste. Et M. Yamashita, là-dessus, il est atypique dans ses démarches parce que lui, il a voulu faire ses légumes, je pense, ça c'est la question qu'il faut lui poser pour se différencier. Je pense aussi parce qu'il a trouvé que dans des variétés qu'il avait, lui, au Japon, il pouvait apporter d'autres saveurs. Je sais qu'aujourd'hui, vu le succès de M. Yamashita, il y a des gens dans la Seine-et-Marne, je ne sais pas s'il est au courant, mais il y a des gens de la Seine-et-Marne qui font également des légumes sur des graines japonaises. Et je me souviens l'année dernière à Versailles, c'était au mois de septembre-octobre, avec l'INRA, on avait des variétés de légumes où on pouvait avoir à un moment présent plus de 110 variétés de carottes, 120 variétés de poires, et des poires qui étaient minuscules comme ça, micro-poires, jusqu'à des poires qui pouvaient faire 2-3 kilos. Et des trucs qui sont complètement incroyables de la nature, où on n'imagine même pas la nature. J'ai aussi Monsieur Bachez qui est en Provence, à Euse,
et qui lui est dans les agrumes. Et un homme qui est passionné d'agrumes et qui, pareil, a voyagé dans le monde entier, a toujours ramené un petit peu, il a été pépiniériste à l'origine, et aujourd'hui il fait du yuzu japonais, il fait des sudachi, il fait toutes sortes d'agrumes et tout. D'ailleurs j'en ai une planche ou deux dans mon livre sur ces agrumes. Et il y a une multitude de produits qu'on n'est absolument même pas en penser que ça puisse exister, quoi. Il y a tellement de saveurs. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on se limite, je trouve, à avoir des cahiers des charges aussi stricts, parce que malgré tout, il y a vraiment des variétés qui méritent vraiment de continuer de survivre par rapport à des citrons vraiment tellement ordinaires qu'on peut avoir dans n'importe quel supermarché, qui ne sont que des fruits pas mûrs, qui sont que de l'acidité pour l'acidité. Un citron peut avoir un parfum. Vous voyez le citron de Menton, qu'on a quand même un beau citron en France, sans parler de l'Italie avec les citrons de Sorrente, etc. Et je pense que c'est en cela où je m'inscris vraiment au sein de la Table Française, qui est une association que vous connaissez. Et puis, pour justement... Il y a 3 restaurants sur la ville. Oui. Il y a les Colonnes, la Manufacture et le 7. Voilà. Alors Serge, je ne sais pas encore inscrit. Mais on m'a pas proposé encore. Ouais. Ah, il faut même payer, on dit, les gars. C'est pas un truc... Il y a des jurys, hein. Oui. Ah non, c'est des gens sérieux. Vous serez obligé d'aller manger là. C'est presque comme au 5. Vous savez, le 5 entre nous, c'est quand même la perfection. Mais c'est vrai que le doyen, c'est bien aussi. Tout à fait. Il est aussi modeste que M. Briffard, mais il faut prendre du poisson chez lui. Hein, tout à fait, bassin breton. Pour être allé une fois au 5 également, j'y étais invité. Hein. Donc j'avais... Et par contre, j'ai beaucoup aimé aussi M. Passard, qui à l'arpège, qui est du légume. Hein, oui, il l'a encore beaucoup, et lui-même, il a ses jardins, et donc il refait les choses vraiment complètement, tout à fait, complètement. Et puis Alain est vraiment un homme qui suit vraiment de très près, pareil, le produit, les producteurs. Mais en fin de compte, vous savez, les choses sont assez simples. C'est surtout qu'on est dans une société qui, on veut tellement tout contrôler, tout produire. Les tomates, c'est comme on le dit, il faut quand même manger les légumes en saison. C'est quand même tellement meilleur. Ils ont tellement plus de valeurs nutritives, de saveurs, et on redécouvre tellement de choses en respectant la nature, et tout simplement. Et Alain, c'est vrai qu'il a su, maintenant depuis plus de 10 ans, de faire ses jardins, et en fin de compte, les gens ont adhéré parce qu'il y a eu un sursaut, il y a eu une prise de conscience. Voilà, tout à fait, complètement. Et il y a eu une prise de conscience de redécouvrir, de revenir à des saveurs authentiques. Alors je sais, après, souvent on nous fait ce discours de dire oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, vous travaillez dans un palace, vous êtes dans l'élitisme, etc., etc. C'est un faux débat, c'est bien pour ça que je me dirige absolument sur les petits producteurs, parce qu'au contraire, il faut mettre ces gens-là à l'honneur, et croyez bien que je paye des fois aussi cher de transport que de légumes, mais c'est une démarche qui le mérite réellement. En plus, je m'engage dans plein de voies différentes. Je vois au sein de toute la restauration scolaire, par exemple. Ça fait plus de 10 ans que j'envoie des messages, des signaux très forts à ces grandes sociétés collectives qui nourrissent nos enfants, pour leur dire localement, quand même, quand vous êtes dans des régions très productrices de fruits et légumes, comment ça se fait que vous n'achetez pas les pêches blanches dans l'Ardèche, alors que chaque année, on a ça à la télévision 20h, on vous met quelques tonnes au milieu de la rue en disant oui, mais il y a une concurrence déloyale avec quelques voisins, etc. Et donc, en cela, petit à petit, je vois qu'il y a plusieurs amis, confrères qui ont eu ces mêmes
sentiment. Et aujourd'hui, on le sent de plus en plus. Ces grands groupes, que je ne nommerai pas, mais ces grands groupes ont été obligés de céder un petit peu. Et aujourd'hui, reviennent à prendre des codes-parts localement, avec des fruits et légumes de saison, etc., pour avoir des préparations qui seront d'avoir une cuisine plus brute, avoir des produits moins transformés. Et ça, c'est important. Il y a quelques années en arrière, j'ai été directeur de la restauration à l'hôtel Westminster, dans la chaîne Warwick International. Oui, bien sûr. Et à l'époque, c'était les frères L'Honneur. Jean-Claude était chef de cuisine et son frère Frédéric, chef à la pâtisserie. Et il allait chercher leurs légumes, eux, dans le Berry, parce qu'ils étaient berrichons, et ils remontaient par des filiales leurs légumes, tout ce qu'il fallait pour sortir au Céladon des plats qui a eu une étoile au Michelin aussi. Tout à fait. Ouais, qui a été étoilé. Non, ça c'est important. Moi, vous savez, j'ai une grande brigade, beaucoup de jeunes qui sont l'avenir, qui vont continuer à perpétuer tout ce qu'on a pu me transmettre déjà moi en tant que cuisine française. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'accent, je leur transmets plein de choses, un petit peu mes petits sentiments japonais que j'ai pu apprendre sur cette culture, comme je vous ai dit, de l'éloge de la fadeur, etc. Mais j'ai une grande prise de conscience et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'exotisme aujourd'hui, c'est de pouvoir manger des carottes d'à côté, qui ont le goût de carottes, etc. Et en fin de compte, vous verrez, ça va être le grand retour de la cuisine. Il est prédit en ce moment, le grand retour de la cuisine, ça va être de remanger des vrais produits cuisinés, des produits identifiables, une cuisine identifiable. Je pense que les gens... nous, on vit dans un monde un petit peu à part, mais quand de temps en temps vous avez cette chance de pouvoir manger un bar pêché à la ligne ou même un maquereau pêché à la ligne, parce que le maquereau est très bon. Moi, je sais que mes enfants mangent du maquereau depuis 10 ans. Ils y ont eu droit dès le début. J'aime beaucoup les poissons bleus, beaucoup d'oméga 3, c'est bon pour la santé, c'est pas cher. Donc, il n'y a pas de manger des carottes râpées. Si on y apporte un peu d'amour dans l'assaisonnement, vous mangez une carotte, c'est plein de saveurs, etc. Donc, je pense que c'est bien pour ça que aujourd'hui, sur la carte même du restaurant, j'y vais un peu par provocation de mettre des fois des produits qu'on n'attend pas sur des tables comme les nôtres. Mais je pense que c'est important parce que c'est une manière aussi de rééduquer un peu les gens, de leur montrer que il vaut mieux manger des bons légumes comme chez Alain Passard que de manger un homard qui aura passé 3 semaines dans un vivier, qui se sera vidé, qui n'a plus le goût d'iode et qui des fois risque d'être mal cuit en plus. Et est-ce que nous, dans notre vie courante, on va pouvoir nous rééduquer pour que nous cuisinions simplement et des produits de belle qualité? Pourtant, on vous en fait des piqûres tous les jours à la télévision. Dernièrement, vous avez eu droit avec toutes les télévisions, toutes ces émissions. Bon, c'est toujours bien, ça fait parler de notre profession, des fois un peu trop, mais je pense qu'il faut que ça soit bénéfique, il ne faut pas que ça reste simplement du show télévisé et de la TV-réalité. Je pense qu'il faut aussi que ça passe une dimension un peu plus du produit. On est souvent dans la performance, on est souvent dans l'émoi, on est souvent dans quelque chose qui doit porter de l'émotion, parce qu'avant tout c'est la télévision, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de messages quand même sur vraiment les produits et les producteurs. Voilà. Donc j'ai été souvent sollicité par ces émissions. Pour l'instant, je les ai toutes refusées, pour la bonne raison que au contraire, il faut parler de notre métier, mais je veux parler vraiment de mon métier, je veux parler des producteurs, mais je ne suis pas là pour jouer un rôle. Parce que j'ai été ministre de la Communication à un moment, et j'avais l'habitude de dire que quand on voit la télévision, il y a bientôt plus de flics à la télé que dans les commissariats. Si, vous aviez Navarro, vous aviez commissaire Moulin, enfin, maintenant les experts, ça n'arrête pas, quoi. Bon. Et puis ça commence à s'écrouler. Alors la cuisine, alors là on n'en sort pas, Masterchef, machin, truc, etc. Alors je me demande si vous n'allez pas vous casser la gueule aussi, donc c'est vous qui avez raison. Complètement, et j'en suis
à peu près persuadé. Rappelez-vous, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, on était presque tous capables de citer beaucoup de top modèles qui étaient des représentants des grandes maisons de couture. Je ne vais pas vous les citer parce que... Et puis, les maisons de couture se sont rendues compte qu'à un moment, on venait plus voir des stars qui se défilaient avec quelque chose sur eux, plutôt que de vendre le produit. Et il y a eu un retour, parce qu'aujourd'hui, ça s'est vite remis en place. Et je pense que c'est ce qui risque un peu d'arriver prochainement, parce que les gens vont se lasser au bout d'un moment, on passera à autre chose. Surtout que bon, la cuisine, ça a besoin de se manger aussi. Juste avant la question, on va laisser Monsieur Yamashita, parce que là, on a un plateau à faire circuler, donc je vais le laisser présenter ce qui va circuler sur le plateau, et après, on prend votre question, monsieur. Allez-y. Oui. J'ai deux feuilles, un c'est l'épinard rouge, et puis l'autre ça s'appelle le mizna, c'est une sorte de moutarde. C'est un pouce de moutarde. Oui. Une sorte de feuille de moutarde. Monsieur Yamashita, votre livre est dans les bacs. Oui. On peut le trouver dans les bacs? Dans les bacs? Oui, dans les libraires. Oui. Oui. On peut le trouver dans les libraires et on en a quelques-uns à vendre et vous pourrez même le faire dédicacer. Et on présentera également le livre de Monsieur Briffard, qui est un monument finalement, qui n'est plus disponible en l'occurrence dans les librairies, mais on en a quelques-uns que Monsieur Briffard nous a amenés. Ce livre a été primé, n'est-ce pas, Monsieur le maire? Absolument. Dans un jury dont vous faisiez partie? Bien sûr. Il y a beaucoup de mes légumes. Il y a également beaucoup des légumes de Monsieur Yamashita, donc c'est un vrai bonheur pour tout le monde. Finalement, l'un et l'autre, vous avez échangé vos rôles dans les deux livres d'ailleurs. Tout à fait. Remarquez que M. Briffard a son couteau sur lui, évidemment. C'est un coin à l'aïeul. Celui-là, c'est un tiers. Oui. J'en ai une collection innombrable de couteaux. C'est un peu une déformation. Là. À la prochaine manif. Tout le monde a goûté? On avait? Non, peut-être pas. Oui, tout le monde a peut-être pas. Ah si, C'est vrai que c'est assez extraordinaire. C'est particulièrement juteux, juteux, c'est étonnant. Deuxième tour, peut-être. On fait un deuxième tour? Ouais. Vous en avez pris au moins, monsieur Briffard? Oh, ça va, je la connais. Moi, j'ai goûté même les feuilles. Pas du tout. C'est vrai qu'on aurait bien, Monsieur Yamashita le premier, on aurait bien aimé vous amener beaucoup plus de légumes, mais c'est vrai que la nature elle est encore capricieuse. Cette année, c'est particulièrement... moi, pour avoir démarré ma carte de printemps il y a maintenant une bonne dizaine de jours, je peux vous assurer que heureusement qu'il y a un peu la Provence, parce que là, sur Paris, absolument, on est encore vraiment avec tous les légumes tubéreux, les racines, malheureusement, on est encore... c'est ça aussi la nature, il faut savoir l'écouter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au sein du restaurant, on imprime vraiment très réactif les cartes, comme ça, on suit le produit. Bien sûr, il y a la saison, mais ça va au-delà de ça, on suit vraiment le produit. Donc, à l'espace d'une dizaine de jours, on peut basculer d'un plat à l'autre pour suivre vraiment le produit au meilleur des moments. Allez-y, monsieur. Oui, j'ai une deuxième question. Monsieur Briffard, vous êtes le cuisinier chef, vous êtes meilleur ouvrier de France. Est-ce que vous avez eu, de par le parcours japonais que vous nous avez évoqué, l'intérêt sur les algues, qui sont aussi partie prenante de la culture culinaire japonaise? Oui, alors là, tout à fait. Alors là, oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, dans le livre, vous verrez, il y a au moins plus d'une vingtaine de recettes avec des algues de toute variété. J'en utilise même au 5 ou des algues que personne d'autre, et je le dis franchement, n'a fait en France.
parce que j'ai une passion aussi pour les algues, mais ça c'est normal, hein. C'est le côté au Japon, vous savez, c'est un pays qui était insulaire, qui a vécu un peu longtemps replié sur lui-même, parce que lui-même n'acceptait pas d'avoir des échanges avec les étrangers. Donc ils ont eu une période presque d'un siècle où personne n'a mis ou presque pas le pied sur le Japon. Et du coup, avec beaucoup de montagnes, très peu de place en fin de compte pour faire de l'agriculture, les Japonais, d'où ce côté très, très fort sur le poisson, l'iode et tout, ils prenaient tout ce qu'il y avait dans la mer et le consommaient, le transformaient de toute manière et de toutes les façons possibles. Et en cela, les algues au Japon sont une manière presque végétale de leur nourriture. Ils mangent régulièrement dans un menu au Japon, vous avez des algues et c'est quelque chose qui est dans l'équilibre d'un menu, etc. Mais c'est vrai aussi qu'ils ont aussi su les traiter pour qu'elles deviennent agréables, consommables et très intéressantes. Et juste deux petits exemples d'algues que je peux utiliser au-delà des wakame que tout le monde commence à connaître, même d'ailleurs maintenant qui fait plaisir puisque même en Bretagne, ça y est, on s'est mis à faire des algues, vu un petit peu la mode qui s'est installée depuis une vingtaine d'années maintenant en France. Et aujourd'hui, j'aime bien toujours aller sillonner autre part. Je me souviens toujours de mon maître Joël Robuchon qui me disait « Eric, de toute façon, tu sais, si tu veux un moment faire des choses pour toi et tout, ou créer ta mode, il ne faut pas suivre la mode, il faut la faire, il faut la créer. Il faut toujours, en fin de compte, être en décalage de ce qui se fait au moment présent. Ou alors, soit il faut en être le précurseur ou un des précurseurs d'un mouvement. Mais si vous êtes déjà le 50e, il faut déjà prendre un autre train parce qu'il est déjà trop tard. » Et en cela, là, actuellement, j'ai des wakame confits. Donc, il y a vraiment des petits wakame qu'on fait confire et tout, vraiment qui ont une texture, un croquant, une mâche vraiment très importante et que je mets sur des déclinaisons de coquillages et qui sont très intéressantes. Là, on est au moment du printemps. Je reçois des ombles chevaliers du lac d'Annecy et je veux le jouer d'une manière très printanière. Et avec ça, je fais donc là, on est sur un poisson de lac. Et en cela, j'ai des algues de rivière. Donc il y a même des algues dans la rivière. On reçoit des algues de rivière qu'on fait sécher et qui apportent vraiment toute cette saveur, tout ce côté un petit peu... Bon, ça sent pas la vase, hein, je vous rassure, mais ça a toute cette saveur tellement différente des poissons d'eau douce par rapport à l'iode. Et c'est vrai que l'algue est très intéressante jusqu'au Japon, quand vous allez dans un restaurant japonais ou manger des sashimi, des sushis particulièrement, ou les makis, vous avez les fameuses feuilles de nori qui sont cassantes, voire des fois même un peu parfumées, laquées, sucrées, et qui vous apportent des saveurs, etc. En plus, c'est un complément alimentaire très important parce que il y a une multitude de minéraux, etc. dans les algues. Il y a beaucoup d'algues dans mon livre d'ailleurs, c'est vrai que... Ce qui ne signifie pas que les restaurants dits japonais soient parfaits. À la mairie, on fait passer beaucoup la commission d'hygiène, certains. Il y en avait un vrai avant, qui était au début de la ville. C'était un vieux japonais, je passe rue Renan, un vieux japonais, formidable. Oui, avec ça. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion parce que c'est vrai qu'il y a une communauté chinoise qui s'est donné mais vous voyez, c'est surprenant parce que bon, ça les dérange pas du tout, mais hop, ils ont mis des panneaux japonais, des menus japonais un peu partout, et c'est vrai qu'ils sont bien présents partout. Ils ont senti un peu, il y a une trentaine d'années à Paris, bon, la mode chinoise dans les petits restaurants de quartier était vraiment la mode. Bon, tout change, hein, il y a des mouvements qui se font. Bon, les restaurants chinois ont perdu un petit peu peut-être de leur superbe. Le côté très dépouillé et puis très facile à manger de toute cette mode sushi, sashimi à toutes les couleurs aujourd'hui, parce que maintenant tout le monde a récupéré ça un peu partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est amusant de voir que les restaurants chinois se sont transformés à faire les deux ou à devenir japonais eux-mêmes, quoi. Sauf que c'est quand même très dangereux. Oui, parce que vous avez des poissons servis crus et on ne sait pas d'où ils viennent. Tout à fait. Alors nous, évidemment, à notre niveau, on traque. Parce qu'il y a eu de temps en temps des décès sur la ville. Il y a eu un truc un peu bizarre.
Et alors les vrais, bon, ben, vous en avez un là qui est Planète Sushi ou je sais pas quoi. Alors là, c'est une franchise, c'est cher, mais c'est très bien surveillé, n'est-ce pas, au point de vue hygiène. Pour le reste, soyez très très méfiants. Ou alors allez au 5. Effectivement, j'ai cette passion du poisson cru. Et c'est vrai que c'est un vrai combat parce que moi, j'ai trop de bons souvenirs au Japon, d'ailleurs avec un certain président, Jacques Chirac, à l'hôtel Okura, qui était un passionné du Japon, que j'ai eu la chance de partir en voyage officiel avec lui en 1998 pour l'année de la France au Japon. Et donc c'était une expérience extraordinaire. On était à l'hôtel Okura. Il y avait même à l'époque il y avait Madeleine Albright qui était encore au gouvernement américain. Et je me souviens d'une soirée sushi à l'hôtel Okura avec le président Chirac. Et là, j'ai tellement d'expérience Monsieur Yamashita pour en parler encore mieux que moi, de poissons sushi vraiment absolument fabuleux, extraordinaire, etc. Que c'est vrai que ça mérite pas trop le médiocre, le moyen, parce que c'est rien, hein, c'est rien. Donc après, on peut complètement passer dans un produit qui peut être dangereux, quoi, parce que là, faut faire attention aujourd'hui à manger du poisson cru s'il n'est pas de toute première qualité. Alors au passage, Martine vous dira que il y a un voyage qui part bientôt au Japon, non, cet été. Il part le 7 juillet, monsieur le maire. Voilà, il reste de la place encore. Ah oui. Voilà, alors nous allons nous jumeler avec Ichikawa, qui est une ville très développée en matière de nouvelles technologies. Ils nous ont battus 2 fois, alors mince. Ils sont formidables. Alors le maire est déjà venu, tout le conseil municipal. Et puis nous allons donc renvoyer le jumelage au mois de juillet, là-bas. Alors ce sera une occasion pour vous d'y aller aussi. Madame Vessière vous a préparé un voyage pas trop cher, mais quand même. Et il y a déjà beaucoup de gens qui sont inscrits parce que c'est très bien organisé. Et puis les Japonais sont des gens très sérieux, malgré la catastrophe de Fukushima qui les a beaucoup marqués. Il faut savoir que même notre ville jumelle, ça a traîné parce que toutes les communes, on ne le dit pas, ont été condamnées à envoyer chacune tant de fonctionnaires en détachement, payés par la commune d'origine, pour aider Fukushima. Vous avez vu dans quel état c'est et combien de temps on va mettre pour assainir. Et puis, il y a eu des perceptions financières, hein, on a pris, et tout ça dans la grande dignité. Vous avez bien vu comment ça se passe. Alors nous, ici, il y avait une petite colonie japonaise sur la ville qui se développe, très très gentille. Et alors, ils ont lancé le jour de, je crois que c'était la fête de l'été, ils ont lancé des origamis, et tout le monde s'est mis à faire des petites poupées, des chaînes, et on les a envoyés là-bas. J'ai bien dit, le Japon n'avait pas besoin d'argent. C'est pas le problème, vous savez. Mais ils sont très sensibles aux choses affectives et ça leur a fait très très plaisir. Très plaisir que les enfants envoient des petits objets, des chaînes, et ça nous a valu des lettres formidables. Voilà. Alors on va recommencer, on va faire des choses. N'oubliez pas que le Japon, c'est pas l'image que... C'est un jeu d'image, le Japon. C'est quand même des gens extraordinaires. Et puis, nous avons reçu hier la délégation de Shenzhen, 12 millions d'habitants, dont est issue notre société Huawei, le 4e informaticien du monde, qui est sur la ville aussi maintenant. Et ils ont une sorte de banlieue luxueuse de 1 million d'habitants seulement, mais alors entièrement fleurie, agréable ou autre, et ils ont été très séduits par notre fort, parce que le fort est ouvert depuis lundi. Ça m'étonne que Maestracci n'ait pas encore été traîné. Ah, tiens, bien sûr. C'est pas mal, hein? Alors, vous pouvez y aller. Maintenant, c'est ouvert. Les gens sont en train d'emménager. Il y a déjà une série de 300 logements. Et les Chinois ont été très, très, très éblouis. Eux qui font des villes de 12 millions d'habitants, ils ont été surpris par la qualité et l'originalité. Alors, il y a donc un pôle chinois très actif, puisque nous avons le jumelage de Pékin avec Dongchen, le jumelage de Leshan dans le Sichuan, et maintenant le jumelage alors de Shenzhen, si bien qu'on va relancer
l'apprentissage du chinois, on était très fort avant. Maintenant, on n'a plus que 400 gosses, parce que les enseignants s'attendent un peu, donc on va les relancer. En même temps qu'on lancera le jumelage japonais. Comme ça, alors il y a déjà 3 cours de japonais à la médiathèque, à la demande des gens. C'est eux qui ont demandé, etc. Et puis le coréen qui marche très fort. Ça aussi, c'est pas mal. Je déjeunais hier avec un PDG de banque qui rentrait de Corée. Alors lui, il ne connaissait pas du tout, il était assez ébloui. C'est des gens quand même... c'est eux qui ont inventé l'appareil photo sur le téléphone. Hein? Ben oui, il faut être fou. Quand ils ont dit sur le marché, ben, tout le monde a un téléphone portable maintenant. Comment on va faire pour en vendre d'autres? Ils ont dit, nous, on va mettre un appareil photo. Un appareil photo sur le téléphone, pourquoi faire? Et vous verrez, maintenant, plouf, vous en connaissez cet appareil photo sans téléphone, sans le machin. C'est extraordinaire. Ils sont fous. Ils sont fous. Et alors, on a en commun les maisons en bois. Vous allez voir. Monsieur le maire, monsieur Yamashita propose de venir nous donner des conseils pour développer des potagers au fort. Ah, ben ça, vous avez organisé ça, Martine. Ah oui, pas de problème. Très honorés. Je vais faire acheter les bêches et tout. Voilà. Où ça, les bêches, là-bas? Y a-t-il des personnes dans la salle, d'ailleurs, qui ont peut-être déjà un potager et qui auraient besoin de conseils? Ah, les fruits. Pourquoi n'avez-vous pas développé avec le même bonheur la culture des fruits puisque vous réussissez les légumes? Déjà, Ceci dit, les tomates. Déjà, je fais 50 variétés de légumes. Et puis, j'écoute du mal. Parce que c'est autour où j'habite, il y a de grands champs de céréales. Mon voisin, c'est 280 hectares de champs avec le père et fils, avec le grand tracteur climatisé et avec un iPod comme avec la radio. Donc, je peux dire que c'est un mode d'agriculture en mettant le pantoufle. Moi, je mets des bottes avec 4 pattes, donc c'est pas pareil. Vous faites quelques melons, comme on le disait tout à l'heure. Oui, quelques melons, j'ai entendu. Quelques melons, tomates, mais c'est vrai que c'est les seuls fruits. Ouais. Et vous cultivez l'humour aussi. J'ai les figuiers aussi. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Peut-être en haut, personne n'a posé de questions. Étiez-vous susceptible d'en poser? Bon. Allez-y, madame. Vous avez un micro devant vous. Sur le bouton. Oui, peut-on avoir des graines? Nous, on fait la table d'hôte que le week-end. Oui, Ça tombe bien, madame n'est libre que le week-end. Entre mai et octobre. Oui. Ça, actuellement, c'est 2 mois et demi plein. Faites-le tout de suite. On donnera les coordonnées, Martine, non? Elles sont écrites quelque part dans le livre, je crois. Mais on pourra les donner. Mais quelqu'un a demandé... Peut-on avoir des graines? Pardon? Êtes-vous susceptible de donner des graines? Vendre. Ou vendre des graines? J'achète que tout petit sachet et j'utilise tout. Donc. Des boutures Si il en reste, je peux donner. Ou alors vous avez peut-être une bonne adresse au Japon. Ah, ça c'est donné, oui. Alors on va la prendre. Tu parles. C'est le secret. Mais c'est pas le grain qui compte. Oui, après c'est le travail qu'il apporte autour. Par exemple, le navet que je fais quasiment toute l'année. Et durant l'année, j'utilise, cette année, c'est 10 variétés différentes. Pour chaque saison, c'est pour avoir le même niveau de qualité. Ah oui. 10 variétés différentes pour avoir le même niveau de qualité. Oui.
Tout à l'heure, vous avez prononcé une petite phrase qui a attisé ma curiosité, le stress des légumes. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Tout le monde pense que vient de récolter, tous les légumes sont meilleurs. Moi, je ne crois pas. Par exemple, les feuilles, par exemple, l'épinard, on récolte comme ça, on mange, on récolte le matin, on mange le midi. C'est bon, mais je préfère de récolter le soir, je mange le lendemain. Parce que c'est les légumes, il vit dans le potager, bien tranquille, bien content. Mais arracher, ça c'est un stress. Parce que il n'a jamais imaginé, mais arracher un jeu comme ça, ils ne sont pas contents. Donc, il vaut mieux de laisser calmer un petit peu. Ça, vient de récolter, ça c'est trop nerveux pour moi. Ce qui est bien, c'est, même s'il est nerveux, c'est deux variétés de légumes qui est acceptable ou favorable, c'est le maïs et le soja. Mais les autres, il vaut mieux de laisser reposer un petit peu. Par exemple, le potiron, c'est le meilleur moment à manger, c'est 25 jours après récolte. Il vaut mieux de laisser sécher un petit peu pour concentrer. Oui. Potiron, le cabocha. Cabocha, oui. Voilà. Oui. Les tomates, 2-3 jours, c'est bien. Cabocha, qui est un genre de potiron avec une peau toute verte, mais qu'on cuit à la vapeur. Et on peut manger même la peau. Voilà, et on peut manger la peau, et ça a vraiment un parfum de châtaigne vraiment très, très délicate. Oui, ça va avoir excité notre gourmandise. On peut conclure ici. Effectivement, on aura le plaisir de se retrouver en salon Élysée. En tous les cas, merci à vous. C'était plein de poésie et effectivement plein d'humour. Et reparler des légumes dans notre monde actuel, je pense que c'est une bonne chose. Nous nous retrouverons le mois prochain pour un entretien d'ici sur l'Europe, regard sur la culture européenne. De toute façon, c'est dans le cadre aussi de cette fête de l'Europe qui normalement a lieu le 9 mai. Le 9 mai étant en période de congé, cet entretien aura lieu le lundi 13 mai. Il me semble qu'il a été écrit quelque part mercredi, c'est bien le 13 mai, mais le 13 mai est un lundi. C'est le jour de la reprise après les congés scolaires. Merci de votre présence et au plaisir de vous retrouver au Salon Élysée dans quelques minutes, où les livres seront également à votre disposition. Merci. Merci à vous tous.